ce webinaire puisse être proposé en replay pour ceux qui n'ont pas pu démarrer. Du coup, bienvenue dans ce webinaire qui va durer 1 heure. 1 heure sur la démarche réseau avec le focus sur la prise de contact en particulier, comme vous l'avez présenté Charlotte. Ce programme qui est prévu aujourd'hui, c'est d'abord de commencer par du coup comprendre un peu la démarche réseau et de voir un peu quelle est l'utilité de cette démarche réseau et comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Ensuite, de faire un focus sur la prise de contact en particulier avec une méthode qu'on appelle le PPCP que je vous détaillerai un peu plus longuement dans cette présentation. Et puis enfin, de comment être efficace demain pour utiliser votre réseau. Je vais vous proposer de me poser aussi des questions, alors soit en fin de présentation, soit au cours de la présentation, si jamais vous en avez envie, que ce soit via le chat ou en prenant la parole. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc on peut aussi prendre la parole directement. Je vais essayer de mettre en avant le chat aussi pour que je puisse du coup regarder s'il y a des questions qui se poseraient dans la partie conversation. On va démarrer du coup par comprendre cette démarche réseau pour que du coup on puisse commencer ce focus. La définition du réseau, c'est important de l'avoir en tête, c'est une communauté d'individus avec qui on partage des centres d'intérêt, des besoins, des points de vue, des approches similaires et avec qui on reçoit des informations. C'est important d'avoir ça en tête parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler son message d'approche en étant au clair avec ce qu'on a à demander à ce réseau et à cette approche de réseau. Il y a aussi une importance, un thème important à garder en tête, c'est faire la différence entre votre enjeu et votre objectif pour y arriver. Votre enjeu peut être de trouver un emploi, de trouver une formation, ça peut être différents sujets, mais votre objectif pour y arriver, ça peut être par exemple de vous rendre visible, de connaître les différents tenants et aboutissants de la formation, de connaître l'employabilité à l'issue de cette formation. Et donc la différence entre l'enjeu et l'objectif sont importants puisqu'on va les travailler du coup avec son contact réseau plutôt sur l'objectif que sur l'enjeu qui pourrait être propre à votre recherche. Dans cette démarche réseau, on va y distinguer du coup 3 catégories de réseau. 3 niveaux. Un premier niveau qui vont être celui qu'on symbolise sur ce slide par un niveau avec des liens forts. Ça va être vos amis, vos collègues, des clients, des fournisseurs, des anciens de votre formation, des personnes que vous connaissez. Dans ce premier niveau, on peut le mobiliser sur des sujets qui vont être de la recommandation. Ils vont éventuellement être prêts à s'engager pour vous, à vous recommander pour un entretien de recrutement, à faire une recommandation sur des réseaux type LinkedIn. Donc c'est cette action-là que l'on va éventuellement pouvoir demander à ce premier niveau qui est de lien fort. Le deuxième niveau, ce qu'on symbolise plutôt par du lien faible, qui est du coup généralement un réseau que l'on doit développer, puisque effectivement ce n'est pas un réseau avec lequel on est en lien direct, ce sont des personnes ressources qui vont pouvoir effectivement vous donner des informations, des conseils, mais pas plus. Elles ne sont pas là effectivement pour s'engager pour vous, elles vous connaissent moins, voire pas, et elles sont là effectivement pour partager avec vous des informations et des conseils. Dans ces liens faibles et ce deuxième niveau, ces personnes ressources, ça va être des personnes du réseau de votre réseau. Ça peut être aussi des personnes que vous avez identifiées comme étant utiles à votre projet ou à votre enjeu. Et ce sont ces personnes-là que vous allez pouvoir effectivement contacter en niveau 2 de personnes ressources. Le niveau 3, quand on parle de 3 niveaux de ressources, ça va être des décideurs,
votre futur N+1. Et là, pour le coup, on n'est pas forcément sur de la recherche d'infos ou de la recherche de contacts. C'est effectivement un niveau qui est un petit peu trop haut pour aller le solliciter. En tout cas, Laure, oui, oui. Laure, un réseau d'alumni, vous le oui. mettriez à quel niveau? Un réseau d'alumni, pour moi, on est dans un niveau 1. Si on a échangé, s'ils font partie de la même formation, de la même promotion dans laquelle on est, si on est dans des promotions du coup différentes, on serait déjà dans le niveau 2. On a quelque chose en commun avec ces personnes-là qui ont la même école qu'on a pu faire, le même type de formation, mais on n'a pas de lien direct avec ces personnes-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais rentrer en même temps d'autres personnes. Tout à fait. Ok, Donc super. en fait, on est déjà automatiquement en niveau 2. Oui, Donc, il y a déjà un lien qui peut être utilisé et sur lequel on peut capitaliser. C'est exactement. notamment un des grands avantages d'avoir une école comme l'ISC avec un potentiel de contact alumni de plus de 20 000 personnes. Bien sûr. Et effectivement, c'est une grande force parce que, ils ont un point commun avec vous, qui est, du coup cette école et cette formation, vers lequel vous allez pouvoir, leur demander de l'info ou du contact, et ils ont eux-mêmes un réseau avec des niveaux 1, de leur côté qui vont, pouvoir devenir votre niveau 2 à vous. Et quand je parle du réseau, c'est ça aussi, hein. C'est de se dire, ne pas oublier que les personnes qui sont dans notre entourage et dans notre niveau 1 ou niveau 2 ont eux-mêmes un réseau auquel ils vont pouvoir vous donner accès quand vous aurez qualifié votre besoin et votre demande. D'accord. Voilà un peu du coup cette photo à avoir en tête par rapport du coup au réseau. Comment est-ce qu'on peut du coup avoir un impact du réseau? Il est schématisé par ce petit dessin de bonhomme en ricochet. Vous parlez de votre projet à un ancien collègue qui lui-même, en reconnaissant votre projet, a un ami qui connaît bien ce poste ce collègue-là qui en parle avec un qui remplacerait le PDG. C'est un peu l'histoire aussi de cette légende qui n'en est pas une, de qu'on est à quelques poignées de main du président de la République. C'est effectivement cet effet rebond qui permet, avec le réseau, de pouvoir accéder à l'information, au contact qui est utile à notre projet. On parle là, vous parlez, donc du coup directement à un ancien collègue, donc quelqu'un qui fait partie de votre niveau 1, mais on peut aussi prendre l'exemple de quelqu'un qui, vous seriez assis, dans un train, sur un TGV, Paris-Lyon, la personne à côté de vous avec qui vous engagez la conversation et vous commencez à parler de votre projet peut effectivement, elle aussi, commencer à vous mettre, à penser à des personnes qui seraient, en lien avec votre projet, son manager, quelqu'un de son équipe, le RH de son entreprise, un ami, et vous donner comme ça aussi cet effet rebond. Donc cette démarche-là, du coup, de mise en relation. On l'a fait un peu facilement quand on est sur un niveau 1, mais on peut aussi la faire quand on est sur un niveau juste de rencontre ou de connaissance, parce que on ne sait jamais à côté de qui on est assis dans le train, ni à côté avec qui on discute quand on est, par exemple, dans la queue qu'on peut faire pour aller chercher sa baguette de pain le dimanche matin. Donc c'est un peu cette démarche continue aussi du réseau qui peut être intéressant de mettre en place et de pouvoir activer au fur et à mesure du coup de notre projet. Autre chose que je trouve important à partager, c'est que le réseau, c'est aussi un réflexe professionnel à avoir dans la vie, tout au long de parcours professionnel. C'est bien évidemment plus facile d'aller activer un réseau avec lequel on reste en lien régulièrement, qui on prend des nouvelles. La période des vœux qui va s'ouvrir le mois prochain est une excellente occasion de reprendre contact avec des personnes qu'on a un peu perdu de vue, mais c'est aussi rester en lien quand on voit des changements de poste sur LinkedIn, quand on a
un sujet que l'on peut partager parce qu'on pense que ça peut intéresser la personne que l'on a dans son réseau, c'est aussi rester en lien pour que cette démarche réseau soit plus fluide et plus évidente. C'est toujours plus évident d'aller recontacter quelqu'un à qui on a parlé 6 mois auparavant plutôt que quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans et à qui on va être dans cette relation du coup de besoin de la recontacter. Quand on est sur cette démarche-là, on a aussi identifié 3 cas d'utilisation du réseau. Le premier cas, vous êtes plutôt sur une réflexion autour de votre projet professionnel et donc votre stratégie, ça serait plus de réaliser une enquête métier, de repérer les formations utiles, les compétences attendues. Donc pour vous, c'est faire le point et définir les pistes qui font sens pour vous. Vous allez du coup pouvoir demander à votre réseau, à vos relations, comment sont perçues vos compétences, vos logiques de réussite, questionner des professionnels sur leur métier, leur secteur, vous informer sur des formations diplômantes, certifiantes, adhérer éventuellement avec des groupes sur les pistes métiers que vous auriez identifiées, euh, identifier un profil qui pourrait être sur les sujets qui vous intéresseraient. C'est aussi identifier les besoins du marché avec une veille sur les compétences demandées, l'analyse des profils similaires, et puis valider la faisabilité de votre projet. C'est effectivement dans ce premier cas 1, on va être sur vraiment de la recherche d'infos et de validation du projet. Ça peut être, par exemple, je suis dans l'industrie, je voudrais travailler dans l'ESS qui est très porteur, je vais essayer de comprendre comment faire, je vais rencontrer des personnes qui sont dans ces postes pour savoir quelle est l'arrêté de leur métier, quelles sont les compétences recherchées, quel est le process de recrutement, quels sont les écueils qu'ils ont rencontrés, etc., etc. Dans le cas numéro 2, je sais où aller, je sais où je vais dans mon projet professionnel, mais je ne sais pas encore comment y aller. Donc là, l'idée, c'est plus de connaître le marché. Je vais peut-être rejoindre éventuellement des pages entreprises sur LinkedIn. Je vais aller rencontrer des professionnels des entreprises qui m'intéressent pour comprendre leurs pratiques de recrutement. Je vais repérer des mots-clés. Je vais solliciter mon réseau, mes relations pour tester mon discours, mon offre de service. Est-ce que je suis au clair avec tout ça? Et donc, ça va me permettre aussi d'affiner un peu ma prestation en entretien ou en élaboration, en détermination de mon projet. Le troisième cas où on peut utiliser son réseau, c'est je sais où aller et je sais comment y aller, mais j'ai besoin d'y aller vite et d'être repéré. Et là, la stratégie, ça va être de booster votre visibilité. Et là, pour le coup, ça va être d'avoir une action sur des profils sur les réseaux sociaux, LinkedIn, profil APEC ou autre, avoir aussi du coup travailler ces outils différenciateurs, demander à son réseau, donc là plutôt niveau 1, des recommandations pour être repéré et pouvoir du coup accélérer cette identification des opportunités pour nous. Donc c'est important d'avoir également cette idée-là en tête parce que vous le voyez, on n'est pas tous le même objectif quand on parle de réseau. Et on peut être dans son réseau. Et donc, du coup, d'utiliser ce réseau de manière différente. Et c'est parce qu'on sera au clair avec ce dont on a besoin et ce qu'on attend de son réseau que l'on va pouvoir l'utiliser de manière efficace. Comme tout processus un peu d'apprentissage, quand on démarre un peu dans cette démarche réseau ou ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, faut accepter au début qu'on y passe du temps. Ça prend du temps d'aller identifier les bonnes personnes avec qui on va pouvoir échanger. Ça prend du temps de formaliser ces messages d'approche, du coup de les envoyer, d'avoir leurs réponses, de déterminer du coup les cibles. C'est aussi de clarifier son message, ne pas demander ce qu'on ne peut pas vous donner, mais d'être là, du coup, sur l'identification de ce que la personne peut vous apporter, et donc du coup, de s'organiser pour avoir une première action éventuellement de développement de réseau et ensuite une action de mobilisation de réseau. Ça va dépendre de là où vous en êtes, par rapport à votre démarche réseau. Voilà pour cette partie un peu, focus, du coup, autour, du réseau. Est-ce que, avant qu'on passe à la méthode, PPCP, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Non, ça va, mais je me disais,
on peut être dans les 3 cas en même temps? Alors, à quel moment Par vous exemple, seriez dans les 3 cas en même temps? on peut avoir plusieurs projets qui sont liés à des compétences qui peuvent s'exercer dans différents métiers, mais Oui. être en réflexion plutôt du comment pour un, être plutôt sur le 3e cas pour un autre. C'est-à-dire Bien qu'aujourd'hui, sûr. voilà, c'est tout. Oui, oui, on peut effectivement, si on peut avoir des niveaux d'avancement dans les différents projets différents et être, du coup, dans des utilisations du réseau de manière différente. Maintenant, c'est justement d'être au clair sur qu'est-ce qu'on va attendre, du réseau, sur l'un ou l'autre des projets, pour que les messages ne sont pas brouillés. On va pas aller chercher la même chose si on veut, savoir quelle formation, suivre ou quelles compétences avoir, dans un projet éventuellement d'évolution professionnelle, et de connaître le process, de recrutement, si on voudrait intégrer, tel ou tel, univers. C'est pour ça que c'est important d'être clair avec le message, et les informations dont qu'on a besoin de récupérer, pour que ce soit, clair aussi pour la personne à laquelle allez les adresser. Voilà. Mais effectivement, on peut le retrouver tout au long de son parcours. On peut être dans un cas 1 à un moment donné de son parcours et puis dans un cas 2 ensuite et un cas 3 et revenir au cas 1, parce qu'on réfléchit à son projet professionnel ou qu'on a envie, du coup, de pouvoir, réfléchir à son parcours et aux formations ou aux compétences dont on a besoin. Effectivement. OK, donc du coup, on continue, sur, cette prise de contact, cette préparation, du coup, de cette, prise de contact avec, le PPCP. Le PPCP, que je vais vous détailler juste après, permet de préparer, du coup, sa prise de contact et j'insiste sur le mot préparer. Préparer un message d'approche, ça se fait de la même manière qu'on prépare un entretien de recrutement. Il est important du coup de préparer pour être au clair avec sa demande. C'est aussi important de préparer une objection qu'on va pouvoir, du coup, faire pour avoir un coup d'arté sur, bah, je ne suis pas en capacité, de répondre, à votre, demande. Et là, ça va être le fait de demander: «OK, très bien, je vous remercie pour cette information, mais, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui puisse justement, me permettre d'obtenir les informations dont j'ai besoin, pour repartir avec un nouveau contact?» Et de manière générale, il est intéressant dans ces démarches de repartir formation, là, de chercher contacter, ça peut être une je vais pas notre demande pour le moment. Très bien. Donc effectivement, à quel moment? Quel est le moment le plus adéquat, pour moi de vous recontacter? Est-ce que vous préférez qu'on fasse un échange par mail, par téléphone? Est-ce que vous préférez que je vienne à votre rencontre lors d'un café, lors d'un déjeuner? Pour que du coup la personne puisse avoir tout loisir, de choisir, le moment qui lui semblerait, le plus opportun pour vous répondre. On peut aussi, du coup, contacter, que ce soit ça a été, présenté, au début, par, Charlotte, par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, mais également, sur un salon, et on ne va pas avoir non plus, le même temps d'entretien. Pour démarcher, cette démarche, réseau et de prise de contact, il est souvent préférable et on conseille souvent de démarrer pardon, par un contact sans enjeu. Ça sera toujours plus facile de faire, cette première prise de contact avec quelqu'un qui finalement, certes a un intérêt pour vous, en termes d'information, mais qui n'est pas, la personne que vous voudrez absolument, contacter dans l'entreprise de vos rêves, sur le poste de vos rêves. Parce que là, en plus, du coup de cette pression que vous mettez, d'obtenir l'information, vous mettez une pression supplémentaire d'obligation de résultat. Donc, effectivement de démarrer un contact sans enjeu et puis d'avoir en tête que, la personne que l'on va contacter, si on qualifie, son message et c'est ce qu'on verra, juste après, elle peut, se sentir, valorisée, du coup, d'être repérée comme étant quelqu'un, qui soit, utile au projet de la personne, comme étant quelqu'un qui ait les compétences nécessaires, l'expertise, nécessaire, pour vous, répondre, et donc du coup, va pouvoir apprécier, vous rendre service dans la mesure
ou ça va être facile pour elle. Facile pour elle, ça va être du coup de clarifier votre demande par rapport à ce qu'elle va pouvoir vous apporter comme information. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de, on va chercher des informations et des contacts et ou des contacts, mais on ne demande pas à son réseau, dans ses entretiens réseau, un job en tant que tel. On n'est pas là pour aller demander un emploi, hormis éventuellement à quelqu'un qui serait chargé de recrutement, où là, potentiellement, on pourrait lui demander si parmi les offres actuelles, elle a une offre qui correspond à son profil. Mais sinon, c'est toujours un petit peu compliqué pour la personne que vous allez contacter d'être dans la situation de vous répondre, bah, j'ai pas d'emploi, j'ai pas de job à vous proposer, je sais pas si on recrute, allez voir peut-être sur le site. Enfin, ça met du coup la personne un peu en porte-à-faux. Alors que si vous l'interrogez sur le process de recrutement, les compétences que l'on recherche, la manière dont il a obtenu ce poste-là, quelle est du coup, selon lui, les formations qui sont absolument nécessaires pour intégrer tel ou tel job dans son entreprise. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile, ça fait partie de son quotidien, ou les missions qu'il remplit au quotidien, les compétences dont il a besoin pour les remplir. C'est quelque chose dont il va pouvoir vous parler un peu plus aisément. Dans Alors tout... j'insiste, je me permets Bien sûr. d'insister, Laure, sur ce que vous venez de dire, parce que c'est une erreur très fréquente et très communément remarquée par les alumni dans les démarches réseau et qui bloque en fait les gens. Parce qu'ils ils ont peur de ne pas avoir le temps, ils ont peur de ne pas vraiment avoir juste ce qu'il faut, ils ont peur de se retrouver dans la posture d'un mentor ou d'un accompagnant avec quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Donc, il faut d'abord prendre contact. Et il y a l'ancien patron d'HEC qui disait quelque chose de très juste. Demandez-moi de l'argent, je vous donnerai un conseil. Demandez-moi un conseil et je vous donnerai de l'argent. Il faut commencer quelque part, mais pas par demander un job, en fait. C'est ça. Et là, une fois que le lien est créé, une fois que vous avez intéressé l'alumni, là, il va avoir envie de vous aider et d'aller plus loin. Mais il ne faut pas commencer directement par demander un job. Voilà. Exactement, exactement. Et je compléterais, c'est même quelque part plus valorisant pour lui si il se sent en capacité du coup de vous proposer un job ou vous parler d'un job qui est ouvert dans son entreprise ou dans son entourage une fois qu'il a du coup fait votre connaissance et qu'il fasse le lien avec votre projet, vos compétences, là où vous en êtes. Et ça va pouvoir du coup, parce que vous avez déjà fait une première prise de contact, parce que vous avez déjà eu un échange, lui permettre de faire des liens, plutôt que du coup d'être dans cette posture où je ne peux pas répondre à la personne, je ne sais pas qui elle est et pourquoi est-ce que je le recommanderais. Ça reprend ce que je disais tout à l'heure. On a un niveau 1 qui est prêt à nous recommander et un niveau 2 qui est là pour nous donner du conseil ou de l'information ou un autre contact. Et donc du coup, si on va vers ce niveau 2 tout de suite avec une demande de niveau 1, de recommandation en l'occurrence, on le met un peu en porte-à-faux et ça le rend un petit peu en position indélicate par rapport à vous. Donc ça, c'est important du coup d'avoir ça en tête. Important aussi, dans toute demande avec quelqu'un, on va commencer par se présenter, trouver aussi des points communs avec cette personne. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous adresser à cette personne-là? On le verra du coup dans la démarche du PPCP. C'est à vous en fait hein, de faire le pont aussi entre vous et cette personne. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Expliquer du coup qu'est-ce que vous recherchez et en quoi est-ce que ce que vous recherchez vous semble à sa main, à la possibilité pour lui de vous répondre. Expliquez aussi que vous n'êtes pas là, effectivement, du coup, pour aller chercher un job ou autre, ou vendre quelque chose, mais que vous êtes vraiment dans une partage d'informations et le faire de manière sincère. C'est sûr que si on arrive avec une volonté affichée de demande d'information, mais que de la deuxième phrase, on est sur et au fait, est-ce qu'il y aurait un job pour moi? Le lien qu'on a commencé à initier, de tisser, va être assez vite rompu. Donc c'est vraiment être dans une démarche sincère de se dire que cette prise de contact va au moins me permettre de connaître
peut-être la manière dont on recrute dans cette entreprise, de connaître les compétences que l'on recherche, de connaître le type de formation, etc., pour que moi, je puisse compléter mon image de cette entreprise et qu'on puisse avoir, du coup, apporté à mon projet professionnel un éclairage. C'est aussi enfin, avoir en tête que recevoir quelqu'un, ça peut être aussi, valorisant, pour la personne, de donner la possibilité de se sentir, utile sans trop, lui en demander. Et puis ça peut être un principe de réciprocité, c'est-à-dire que ce que, vous allez, mettre en place avec cette personne dans cet entretien réseau, aujourd'hui, vous êtes vous en demande sur un type d'information, X ou Y, mais demain, il peut être lui en demande, par rapport à vous, sur un autre type d'information ou de contact. Et c'est vraiment ce principe aussi de vase communicant. Et il faut voir cette démarche réseau dans ce sens-là, de principe de vase communicant. C'est-à-dire ne pas solliciter son réseau que quand on en a besoin, mais aussi répondre aux sollicitations quand notre réseau ou notre futur réseau nous sollicite pour avoir du coup également de l'information. Voilà par rapport à du coup, cette préparation, qui est effectivement, comme un entretien, être vraiment, préparé à ça. Le PPCP, du coup, j'en parle depuis le début. Le PPCP, pour prendre rendez-vous, c'est pour essayer de structurer notamment les messages que vous allez envoyer, que ce soit par mail, que ce soit via LinkedIn dans cette demande de mise en réseau que vous pouvez faire sur LinkedIn par rapport aux personnes, que ce soit même à l'oral quand vous allez du coup rencontrer quelqu'un. C'est de commencer du coup par ce premier P de la méthode PPCP qui est une présentation personnelle. Donc effectivement de vous présenter vous sur qui vous êtes, la fonction que vous visez éventuellement, le lien aussi par lequel vous arrivez dans cette démarche. Donc ça peut être je suis Laure Vuillermet, je suis actuellement consultante en développement professionnel à l'APEC, mais je suis en réflexion sur mon projet professionnel et j'aimerais aller plutôt vers les métiers du recrutement. Et c'est un univers que je souhaite découvrir. Donc ça, c'est vraiment ce premier P. Ensuite, le deuxième P, c'est pourquoi vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette personne-là. Donc d'enchaîner par exemple sur comment est-ce que vous l'avez choisi. Donc nous avons en commun une relation monsieur X, nous sommes issus de la même formation, votre parcours me parle particulièrement pour telle et telle raison. Donc de vraiment identifier pourquoi est-ce que vous reconnaissez cette personne comme étant la personne qui soit capable de répondre à votre demande. Et puis justement, après, le C, c'est ce que je vais vous demander. Indiquez les thèmes sur lesquels vous pensez que vous souhaitez que l'entretien porte, afin que la personne puisse justement répondre, est-ce que je suis en capacité de répondre à votre demande ou pas. Du coup, j'aimerais savoir quelles sont les compétences qui sont recherchées dans ce secteur du recrutement. J'aimerais connaître la formation la plus porteuse. J'aimerais connaître du coup quelle différence vous avez pu noter entre le secteur de l'industrie et le secteur de l'ESS dans lequel vous étiez précédemment et dans lequel vous êtes maintenant, et du coup dans la même trajectoire que j'aimerais opérer. C'est vraiment du coup être au clair avec ce qu'on va vous demander, et pendant cet entretien, en tout cas de votre côté, vous tenir à ça, vous tenir dans ce premier entretien à ce que vous allez demander. Ça ne vous empêchera pas de rebondir sur ce que la personne va vous apporter, mais en tout cas, ça vous permettra du coup de conforter la personne que vous êtes bien dans cette démarche-là de demande d'information, de conseils ou de nouveaux contacts, et que c'est pour cette raison-là que vous lui avez sollicité un entretien. Le dernier P de cette méthode PPCP, c'est pourquoi faire. Quel va être l'usage que vous allez en faire de ces informations? Ça va être parce que j'hésite entre deux formations. Je connais mal le métier du recrutement, et si je me lance dans ce métier-là, il faudrait que je puisse savoir si les compétences que j'ai à l'heure actuelle sont suffisantes ou si j'aurais besoin d'une formation complémentaire. Parce que je vais me lancer dans cette démarche du coup d'entretien de recrutement dans ce secteur de l'ESS que je connais mal,
et j'ai besoin d'en comprendre les tenants, les aboutissants. En tout cas, c'est que du coup, ce pourquoi faire soit clairement identifié. Dans cette demande du coup de prise de rendez-vous, c'est là aussi où vous allez pouvoir, si c'est par mail notamment, spécifier du coup que vous êtes à la disposition de la personne selon la modalité qui lui semblerait la plus optimum pour elle. Est-ce que c'est pour prendre un café au téléphone, par mail, en tout cas que vous vous adaptez à la modalité qui lui semble la plus confortable pour répondre à cette demande. Voilà du coup cette méthode PPCP qui me semble importante de partager avec vous, qui vous permettra de structurer du coup vos messages. On peut très bien faire cette méthode-là dans un message d'accroche LinkedIn quand on demande quelqu'un en contact sur LinkedIn, parce que vous savez que quand on est sur LinkedIn, tant qu'on n'est pas en contact avec la personne, sauf si on a une version premium, mais sinon on ne peut pas échanger de messages. Donc on peut aussi faire cette demande de contact sur LinkedIn en incluant ce message de pourquoi est-ce que vous voulez que cette personne rentre dans votre réseau LinkedIn, quel est pour vous votre intérêt. J'anime à l'APEC un atelier sur oser faire du réseau et souvent j'interroge sur la manière dont ils demandent en contact les personnes sur LinkedIn et la plupart me disent je fais juste une demande de connexion sans qualifier le pourquoi de ma demande de connexion. Je trouve que c'est important quand on ne connaît pas la personne. C'est sûr que si on fait une demande de connexion avec son cercle niveau 1, pas forcément de besoin de qualifier cette demande de connexion. Mais quand on est sur un niveau 2, important du coup de la qualifier, parce que ça me fait un peu la même impression que si vous me croisiez dans l'ascenseur, après m'avoir dit bonjour, vous me disiez numéro de téléphone. Pourquoi est-ce que je devrais être en contact avec vous? Qu'est-ce qui fait que dans mon parcours, vous avez vu des choses qui pourraient vous intéresser ou dans votre parcours, des choses qui pourraient m'intéresser d'être en contact et de pouvoir partager mon réseau? Parce que rentrer dans le réseau de quelqu'un sur LinkedIn, c'est aussi avoir accès au réseau de son réseau et donc du coup, avoir accès à pas mal d'informations. Donc c'est important, je trouve, de qualifier aussi ces demandes de contact, aussi sur LinkedIn, pour qu'elles soient claires pour la personne, pour qu'elle puisse être en mesure d'accepter ou pas cette demande de mise en relation sur LinkedIn. Est-ce que vous avez, avant que je vous montre des exemples de messages qu'on peut du coup rédiger, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette méthode en tant que telle PPCP? Qui a inventé cette méthode? Alors, j'ai pas d'auteur de cette méthode. Il me semble qu'elle a été travaillée à l'APEC par différents consultants quand on a travaillé sur l'approche du coup réseau et toute cette démarche réseau, puisque beaucoup, un peu comme Charlotte pouvait le partager, avaient cette opposition de OK, mais comment est-ce que je m'adresse à mon réseau? Je ne sais pas quoi leur demander. Et puis à l'inverse, les personnes qui étaient sollicitées disaient oui, à chaque fois que je suis sollicitée, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas ce qu'on attend de moi, et du coup, je ne suis pas sûre d'être en capacité de travailler, enfin de répondre positivement à cette demande. Donc cette méthode-là, en tout cas, on en parle beaucoup, nous, dans nos ateliers, que ce soit nos ateliers sur le réseau, que ce soit nos ateliers sur la partie aussi exclusivement centrée sur LinkedIn, pour faire prendre conscience que c'est plus facile à la personne d'accepter votre demande si elle sait ce qu'on attend d'elle, plutôt que d'avoir une demande de contact un peu floue, où là, pour le coup, ça serait un peu plus compliqué. De la même manière, en fonction de ce que vous allez avoir à leur demander, elle va pouvoir qualifier le temps qu'elle va avoir à vous consacrer. Si vous lui demandez juste de comprendre comment est-ce qu'on recrute dans son entreprise, elle peut se dire
bah, je peux lui répondre par mail, ça me prend pas très longtemps, je n'ai pas besoin d'avoir une vraie conversation longue avec cette personne-là. Si vous lui demandez quelles sont ses missions au quotidien dans son poste et quelles sont l'évolution de ses missions, là pour le coup, elle va pouvoir se dire, ok, donc il va falloir un temps d'entretien un peu long, il va falloir que je mette en place dans mon agenda, ça serait peut-être mieux pour moi le matin avant que je démarre ma journée ou le soir en fin de journée pour que j'ai vraiment du temps d'explication autour de ces missions-là. Donc c'est aussi ça qui va lui permettre du coup à la personne d'accéder ou pas à votre demande. Et ça, c'est vrai, ce que vous venez de dire, c'est Oui, très important, c'est de pouvoir qualifier pour l'autre le temps. Parce que exactement. finalement, quand on est sollicité, bah, parfois, on est toujours ravi de le faire, mais en tout cas, il faut le caser dans un emploi du temps, parfois chargé quand on travaille. Mhm. Et donc, ça permet aussi à l'autre, en effet, de se dire, bon, bah, comment, pour être disponible, quoi, en fait, pour avoir suffisamment de temps pour répondre à l'autre. Exactement, exactement. Et puis du coup, c'est là où vous allez aussi, en fonction du coup des objections que va pouvoir du coup vous renvoyer la personne, vous adapter à elle. Parce que vous êtes en demande d'information ou de contact, donc vous devez vous adapter aussi à la personne et au temps dont elle dispose. Si vous qualifiez au démarrage que vous avez besoin d'un entretien de 30 minutes, tenez-vous à ces 30 minutes. N'allez pas au-delà de ces 30 minutes. Si la personne dépasse d'elle-même, pas de problème. Elle prendra le temps qui lui semble utile et dont elle a la capacité de le faire. Mais vous, soyez garant de ce temps. Remettez d'ailleurs le temps au début de l'entretien en disant, j'ai bien noté que vous aviez 30 minutes à me consacrer, j'en suis ravie, je vais optimiser ces 30 minutes que vous avez décidé de m'octroyer. C'est important d'être aussi dans ce respect-là du temps qu'on vous alloue, parce que comme vous l'avez partagé, les personnes qui sont en poste ont un emploi du temps qui est forcément chargé, et le temps qu'elle a décidé de le prendre s'inscrit dans son emploi du temps au global. C'est pour ça que c'est intéressant de demander parfois de le voir en dehors de son temps de travail, sur une pause déjeuner, ou d'avoir un appel téléphonique plutôt qu'une visio, parce que peut-être qu'elle a déjà 12 visios dans la journée et qu'une visio supplémentaire serait un petit peu aussi rébarbative. Donc c'est vraiment être adapté aussi à la personne par rapport à ça. Voilà du coup par rapport à ça. Donc des exemples de messages. Ici, du coup, je vous en ai inscrit 3 qui sont du coup avec des situations de rencontres un peu différentes. Un premier message qui serait plutôt sur quelqu'un que vous suivez sur LinkedIn ou sur des réseaux sociaux autres et pour lequel vous avez l'intérêt de partager des sujets en commun, et c'est ça que vous aimeriez partager avec elle ensuite. Donc, du coup, ça serait bonjour, je vous suis depuis quelques semaines, j'aime beaucoup les sujets que vous partagez. J'aimerais rejoindre votre réseau, ou j'aimerais que vous accepteriez de rejoindre mon réseau et il manque le pour pouvoir ensuite échanger sur nos sujets de prédilection communs. Un autre où c'est du coup un point de rencontre sur lequel vous avez pu du coup interagir avec cette personne, et donc vous voulez garder ce lien pour continuer à échanger sur les sujets sur lesquels vous avez initié l'échange au démarrage. Donc ça peut être, nous sommes rencontrés sur le salon APEC, nous avons eu la chance d'échanger sur des sujets en ça, ça et ça, notamment le coaching, les outils d'évaluation. Je vous propose que nous restions en contact sur LinkedIn pour continuer à partager les outils qui nous semblent les plus pertinents, par exemple. Un suivant là pour le coup, vous le reconnaissez vraiment comme un père, et vous partagez la même expertise, et donc du coup ça serait bonjour, je suis Machine, j'ai suivi votre conférence, votre webinaire, votre intervention sur les nouveaux modes de management. Je constate que nous partageons une expertise commune autour du lien de confiance en situation de crise. Je serais ravie de partager mon réseau avec vous et de maintenir ainsi ce lien de pair. Donc là, vous voyez, ces 3 exemples un peu différents de prise de contact. Autre exemple, là pour le coup, ça serait
dans cette démarche réseau alumni, ça serait voilà, de dire bonjour, ravi de pouvoir échanger avec un ancien de Neoma, là pour le coup autre alumni. J'ai pu voir j'ai vu que vous avez travaillé depuis 5 ans au Centre Georges Pompidou en médiation culturelle. Je me pose beaucoup de questions sur ce domaine. J'ai moi-même fini l'école avec un master 2 spécialisé en management culturel. J'aimerais en savoir plus sur la médiation. Pourrions-nous nous rencontrer autour d'un café ou nous appeler la semaine prochaine afin de discuter de votre parcours, pourquoi la médiation, une journée type, encore ce qui vous plaît le plus dans votre métier, etc., etc. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans une approche de j'ai bien qualifié ce que j'attends de cette personne-là, pourquoi est-ce que je l'ai choisi en particulier, et ce que j'aimerais du coup avoir comme type d'information à l'issue de cet échange proposé autour d'un café ou d'un appel téléphonique. Un autre exemple qui va être du coup sur les conseils de quelqu'un. Je prends contact avec vous sur les conseils de X. Actuellement, dans la maîtrise d'ouvrage informatique, je réfléchis à une évolution de mon activité dans le sens d'une plus grande proximité avec les utilisateurs. J'ai compris que vous étiez chef de projet numérique au ministère de la Culture au service des usagers. Afin de mieux comprendre les aspects métiers, je serais enchantée d'avoir un échange avec vous. Serez-vous disponible pour un entretien téléphonique, visio, de 30 minutes ou si vous le pouvez, un matin autour d'un café. À nouveau, on laisse différents modes d'échange à la main de la personne que l'on a sollicité pour qu'elle puisse aussi se sentir libre dans son emploi du temps de le gérer un peu différemment. Un dernier exemple du coup de message qui serait du coup sur un côté un peu plus personnel. Je suis une amie de Yves qui m'a parlé de ton parcours professionnel. Elle m'a dit que tu travailles dans une agence de communication à Madrid. Je te sollicite afin d'avoir des conseils, des informations supplémentaires sur d'éventuelles opportunités professionnelles à Madrid. J'ai comme projet de travailler dans le domaine de la communication et je souhaiterais recevoir des conseils et connaître l'expérience d'une expatriée. Quelle était l'entreprise dans laquelle tu as pu travailler, ton poste, que tu as pensé de ton expérience, et leur manière de travailler est-elle différente de la France, et si oui, en quoi? J'ai quelques questions à te poser. Je souhaite savoir si on pouvait échanger par téléphone en fonction de tes disponibilités. À nouveau, vous voyez qu'on a qualifié ce qu'on attend de la personne, quels sont les sujets sur lesquels on a envie du coup de les interroger. Voilà du coup quelques exemples qui vous permettent de voir qu'on peut formuler ça un peu différemment à chaque fois, selon le ton qu'on a envie d'employer, la proximité qu'on a envie de mettre aussi dans la relation. Mais néanmoins, à chaque fois, on a repris cette trame du coup du PPCP pour qu'on puisse du coup qualifier cette demande d'échange et d'information. Demain, donc on arrive du coup sur la fin de ce webinaire. Demain, j'utilise mon réseau. C'est du coup où trouver des contacts pour réseauter. Comment est-ce qu'on fait un peu la liste de tous ceux qui sont dans ce réseau et dans ce niveau 1, 2, effectivement, il faut penser à vos amis, des profs, des responsables de stage, des collègues, des anciens managers, les réseaux sociaux, bien sûr, LinkedIn et autres réseaux sociaux, les groupes, notamment, il y en a beaucoup sur LinkedIn en lien avec un diplôme, un secteur, un métier, des centres d'intérêt, des profils similaires. Les alumni, bien sûr, on en a parlé aujourd'hui. On peut aussi trouver des contacts dans de la presse généraliste et spécialisée parce qu'on peut trouver de l'info en termes de noms de personnes à suivre et à contacter, les sites et pages des entreprises. Et puis après, bien sûr, toute occasion de rencontre, les salons, les conférences, les colloques, bref, permet aussi de faire ce travail de réseau et de trouver en tout cas les contacts pour réseauter. Voilà par rapport à ça. Si on devait faire un bref résumé de ce que je vous ai partagé aujourd'hui avant de répondre à vos dernières questions, il y a un peu 10 principes à appliquer autour de cette démarche réseau et de ce focus réseau autour de la prise de contact. Ça va toujours être de faire vivre son projet professionnel pour que on reste du coup en lien avec les compétences qui sont demandées sur le marché et les compétences que l'on a
pour ne pas être en décalage avec ce marché. Connaître son marché et ses évolutions, ça peut être un autre moment où on peut avoir cette prise de contact pour pouvoir du coup préparer notamment ces entretiens de recrutement. Préparer ces outils, organiser sa recherche, c'est toute la partie autour de quels sont les contacts qui vont être le plus utiles pour moi dans mes recherches d'informations ou de contacts. Préparer bien sûr ces entretiens, que ce soit des entretiens réseau ou des entretiens de recrutement, réseauter, et puis du coup continuer à rester positif. C'est un peu tout ça qui est au cœur du coup du projet professionnel, dont la prise de contact et le focus réseau doit faire partie comme une composante inhérente au projet professionnel. Voilà ce que je pouvais un peu partager en tout cas aujourd'hui avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ce que j'ai pu échanger en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup pour les exemples. Je vous en prie. Oui, ça aide beaucoup. Oui, complètement. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a 2 mots que j'aimerais dire, c'est oser. Oui. Parce que souvent dans les freins en fait qui me sont restitués par les alumni, c'est mais oui, mais contacter quelqu'un qu'on ne connaît pas, que ce soit au téléphone ou même sur LinkedIn, on a l'impression de déranger, on ne sait pas comment faire. Donc en utilisant cette méthode, je pense que déjà on se sent plus légitime pour aller contacter quelqu'un, et surtout il faut oser. Notamment dans le réseau alumni, vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les belles histoires que j'entends, qui sont un peu passées sous silence parce que c'est pas quelque chose qu'on va crier sous les toits, mais il y en a tous les jours. Et la plupart du temps, quand quelqu'un vient me voir en me disant mais ça ne marche pas, j'ai envoyé 2 messages et j'ai pas eu de retour. Quand je demande à la personne de me montrer ces messages-là, je dis bah oui, mais là c'est justement ce qu'il fallait pas faire. C'est en général un intitulé, par exemple, je cherche un stage. Là, c'est poubelle directe parce qu'en général, les gens en reçoivent 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Donc, ils lisent même pas. Donc, si c'est un contact par mail, il faut faire la même démarche que sur LinkedIn, c'est-à-dire que vous allez chercher les points d'accroche, donc déjà le fait d'avoir fait la même école, mais aussi d'autres choses. On a ça en commun. Moi, souvent, je conseille de dire, est-ce que vous seriez disponible 20 minutes pour un petit coup de pouce à un ancien alumni qui… Alors, il faut trouver le bon format en termes de nombre de caractères, mais là, au moins, vous êtes sûr que vous allez susciter l'intérêt et que la personne déjà va ouvrir son mail. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première action, c'est que la personne ouvre le message LinkedIn ou ouvre le mail. Exactement. Et puis, quand on est, je rebondis sur ce que vous dites sur, on a peur de contacter, des personnes, que l'on connaît pas, avec qui on n'a jamais eu d'échange, et cetera. Moi, je propose souvent de faire l'exercice inverse. Si quelqu'un demain, que vous ne connaissez pas, vient vous solliciter avec une demande par rapport à, votre école, par rapport à la formation que vous avez suivie ou autre, quelle sera votre réaction si, la personne sont un message clair? Est-ce que vous la rejeteriez ou est-ce que vous y répondriez de manière favorable? Et généralement, on est plutôt ouvert à répondre à ce type de demande si c'est dans notre pouvoir d'y répondre. Bien sûr, c'est toujours un peu la même chose, mais c'est rare que la personne refuse. Alors après, c'est peut-être pas le moment, elle a peut-être pas la disponibilité pour le faire. Et puis, c'est pas parce qu'on a essayé une fois ou deux fois et que ça n'a pas abouti que ça ne veut pas dire que la démarche réseau en tant que telle n'aboutit pas. On n'est peut-être pas arrivé dans le bon timing pour les personnes où on n'a pas suffisamment qualifié son message. Ça n'empêche pas de continuer à avoir cette démarche-là en essayant d'être toujours le plus factuel dans la demande que l'on a adressée à la personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, soit par rapport à la démarche, soit par rapport à ce qui a été partagé? Je trouve que c'est très clair, hein, je vous remercie beaucoup, hein.
Bah, je vous en prie. Bien résumé. Très bien. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un thème sur, j'ai une question qui me démange, mais Ouais, allez-y. sur, vous avez parlé de l'autre atelier, là, oser, Faire du réseau. voilà. Qu'est-ce que vous mettez l'éclairage plus sur quoi dans cet atelier? Alors, c'est un atelier qui est beaucoup plus long, qui dure une journée entière, parce qu'en fait, il va vraiment faire de la mise en pratique sur à la fois l'optimisation du profil LinkedIn et à la fois la demande de réseau. On va rédiger justement, faire rédiger aux personnes un message d'approche, et faire partager du coup des contacts et de faire définir son projet pour obtenir des contacts qui seraient judicieux pour élaborer son projet ou continuer son projet. C'est démontré aussi par la mise en action que même en étant dans la même salle avec d'autres personnes qu'on n'a pas qu'on n'a pas choisi au démarrage, on peut avoir des points communs alors que le matin même on les connaissait pas, et qu'on peut avoir un réseau commun alors que le matin même on les connaissait pas. Donc c'est vraiment sur se lancer dans le bain du réseau et de la démarche réseau pour se rendre compte que c'est pas si difficile que ça en tout cas. Et justement, si on a des jeunes alumni qui Oui. souhaitent, le parcours, là, vous mettez de prendre rendez-vous, il y a besoin d'être inscrit avant de pouvoir s'inscrire à ce type d'atelier? L'atelier type Oser faire du réseau, par Oui, exemple. Ouais, alors cet atelier, en fait non, il faut avoir un compte APEC sur le site de l'APEC. Du coup, c'est pour vous permettre de vous inscrire. Mais après, l'atelier en lui-même, Oser faire du réseau, il est directement réservable depuis le site de l'APEC. d'accord. Sur lequel l'APEC intervient. Et vous avez cet atelier qui est directement réservable sur le site de l'APEC. Donc là-dessus, pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais du coup arrêter, je vous en prie Charlotte, je vais arrêter du coup cet enregistrement déjà, et puis je vous souhaite du coup une excellente fin de journée, d'après-midi en tout cas. Un bon appétit si vous n'avez pas encore eu la chance de déjeuner. Et puis je vous dis peut-être à une autre fois sur un autre webinaire ou en présentiel dans certains de nos rendez-vous. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci beaucoup, Merci. Laure. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, à très bientôt.